Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. On se retrouve sur ce début d'année 2024, une nouvelle fois après le précédent podcast que l'on avait fait avec Alban et Walid. Et aujourd'hui, on se retrouve pour continuer évidemment à parler de l'Inter et pour en parler, un invité que maintenant vous connaissez quand même plutôt bien parce qu'il est revenu souvent sur les podcasts, c'est Johan Crochet de l'Afterfoot. Comment ça va, Johan? Salut Karim, ça va et toi? Eh ben écoute, nickel, hein. On continue cette nouvelle année de Serie A avec une saison, on n'en parlera pas dans le podcast, mais une saison de foot en Serie A qui coup-ci coup-ça niveau grosses affiches, on dira. Ah ouais, niveau qualité de jeu, après 2-3 saisons où franchement on était bien, je trouve, que le Mhm. champion était beau, qu'il y avait une vraie qualité de jeu dans ces équipes-là. Là, cette saison, et même en dehors du champion, hein, je trouve que globalement le niveau s'était amélioré. Là, cette saison, on est vraiment sur une chute libre en termes de spectacle, divertissement, qualité de football qui est inquiétante et on espère que ça va aller mieux sur cette deuxième moitié de saison. On espère que ça va aller mieux, notamment aussi que l'Inter continue son rythme, parce que c'est le sujet du jour. Johan, on va revenir, on va dire, de manière un peu différente sur cette première partie de saison depuis août. Au lieu de revenir traditionnellement sur cette première partie de saison, on va revenir surtout à travers des joueurs clés, Ouais. notamment Yann Sommer sur la partie défensive, bien évidemment, notamment Çalhanoğlu sur le milieu de terrain, notamment évidemment Lautaro Martinez et Marcus Thuram sur le secteur offensif. Et on terminera par cette année 2024. Qu'est-ce qu'elle nous réserve côté Inter? Est-ce que il faut maintenant que voilà, on est out de la Coppa Italia, évidemment le Scudetto est toujours l'objectif, mais maintenant est-ce que pour la Ligue des Champions il y a un minimum à attendre pour l'Inter, un quart, peut-être plus. Donc on en parlera dans ce podcast et du coup bien évidemment pour les auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Spotify. Vous avez tous les liens disponibles sur le Linktree de la Beneamata qui se trouve dans, euh, dans le profil du compte Twitter. Eh bien, Johan, on va commencer tout de suite, comme j'ai dit, du coup, sur l'aspect défensif, sur l'arrière-base, notamment à travers Yann Sommer, mais évidemment, on va parler globalement du secteur défensif en général sur cette première partie de saison. Quelques stats pour les accompagner. Cette saison, l'Inter, donc toute compétition confondue, c'est 15 clean sheets, 12 en Serie A, 3 en Ligue des Champions, 4 clean sheets de suite, toute compétition confondue, face au Napoli, l'Udinese, la Sociedad et la Lazio. Et c'est 0,5 buts concédés par match en Serie A, ce qui fait la meilleure équipe dans ce domaine. Qu'est-ce que tu en penses, Yoann, toi, un peu sur cette première partie de saison de l'Inter, justement sur cet aspect défensif? C'est le jour et la nuit, le soleil et la lune par rapport à ce qu'on a connu de l'Inter, notamment la semaine dernière. Ouais, et puis sans qu'il y ait eu tellement de changements qui auraient pu amener une telle différence de niveau, je trouve. Alors, évidemment, il y a eu un gros départ côté Inter, c'est Milan Skriniar, mais finalement, en deuxième partie de saison l'année dernière, Milan Skriniar, il ne s'est pas beaucoup vu du côté du Meazza, donc influence réelle de Skriniar sur toute la saison dernière. Pendant une bonne première partie de saison, oui, la deuxième, pas du tout. Il y a eu un changement de gardien, évidemment, et on y viendra tout à l'heure, hein, mais c'est vrai qu'on avait oui, quelques interrogations parce que finalement, c'est pas trop la qualité du gardien Jan Sommer qui était recruté qui nous faisait réfléchir un petit peu. C'était surtout la qualité du joueur qui sortait de l'Inter, André Onana, qui avait été vraiment fondamental la saison passée et encore plus sur la deuxième partie de saison et notamment en Ligue des Champions parce que il y a eu des fois où c'est passé pas loin quand même pour l'Inter qui va jusqu'en finale, mais avec quelques gouttes de sueur sur certains matchs, notamment à Porto, tu t'en souviens évidemment. Donc c'est satisfaisant. Je trouve que il y a un vrai élément qui, moi, me plaît et où je vois une vraie différence par rapport à la saison dernière. Et c'est pas simplement sur le secteur défensif en tant que tel, c'est-à-dire les joueurs défensifs.
c'est la concentration globale de cette équipe semaine après semaine. Alors évidemment, le sentiment aurait peut-être été un petit peu atténué après le match de Vérone s'il y avait eu cette égalisation, parce que le match n'avait pas été bon, mais je ne revois pas cette suffisance, ce manque d'implication qu'on a aperçu la saison dernière, et notamment, si je me souviens bien, ça devait être en fin janvier, février, mars, où c'était un petit peu compliqué, où il y avait une inconstance, je cherchais le terme, une inconstance de prestations, hein. Déjà de résultats, oui, mais de prestations d'une semaine à l'autre, en fonction de l'adversaire. Quand c'était un petit, est-ce qu'on était vraiment à fond? Quand c'était un gros, évidemment, on l'était, parce que c'était un match de gala. Là, je trouve qu'on n'a pas ça cette saison. Je trouve que c'est un vrai progrès. L'année dernière, Inzaghi avait été un petit peu tensé à ce moment-là, d'ailleurs, en disant c'est pas normal que ces joueurs ne réussissent pas à être constant d'un match à l'autre. Là, on l'a pas cette saison, et c'est là-dessus que je vois la plus grosse progression, parce que pour moi, l'année dernière, c'était pas un problème structurel, c'était pas un problème d'organisation d'équipe, c'était pas un problème de faillite défensive ou de défaillance individuelle ou de système collectif. Je le voyais plus comme, oui, une sorte de laisser aller, de sentiment de supériorité qu'ils avaient, mais qui parfois leur faisait un peu perdre leur concentration, motivation, expression. Et je trouve que cette année, ça a été corrigé, c'est vraiment bien. Ouais, c'est vrai que il y avait cette fameuse manie de choisir ses matchs. Ouais. Peut-être qu'on en avait mis un peu trop sur Inzaghi à ce moment-là, mais même si moi je me souviens, à l'époque, je tensais aussi les joueurs parce que c'était aussi quand même à eux de relever le niveau lors de ces matchs-là, notamment aussi des leaders, hein, parce que là, il y avait tout le monde plongeait, hein. L'année dernière, il y avait pas, il y avait très peu de joueurs qui pouvaient sortir du lot. Peut-être André Onana qui quand même essayait quand même de sortir ce qu'il pouvait sortir. Mais c'est vrai que défensivement, là cette année, on a vraiment un bloc équipe qui défend ensemble, des attaquants qui bougent, qui font les efforts défensifs. On se souvient un peu là sur les images récentes de Lautaro qui replace un peu tout le monde à la fin de match face à l'Hellas Vérone aussi, l'attitude aussi un peu plus aussi de leader, parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, Johan, ça n'a pas beaucoup changé. Benjamin Pavard est arrivé et on va y revenir évidemment, mais alors, il a fait de très bons débuts, mais ensuite il a eu sa blessure, Mhm. donc c'est pas l'élément clé, surtout qu'il n'avait pas joué tout de suite, hein. C'était Darmian qui avait commencé, même si Bissek c'est aussi une bonne surprise, mais pareil, il n'avait pas aussi débuté, donc c'était un peu les mêmes joueurs qu'on avait tensé aussi l'année dernière et qui se sont améliorés. Et du coup, vu qu'on avait fait, on commence un petit peu ce focus par Yann Sommer et comme ça continuera sur les défenseurs centraux. C'est vrai que Yann Sommer est aussi un élément clé, Johan, de cette réussite défensive du côté de l'Inter, dans un style très très différent d'André Onana, où on a un gardien très suisse dans son approche, très calme, très posé, qui fait pas généralement, on va dire, une parade, des parades spectaculaires en général. C'est pas le style de son jeu, mais qui est très rassurant dans 98-99% des cas. On va dire qu'on peut lui attribuer deux boulettes sur ce début de saison. Et encore, c'est vraiment si on est sévère. Euh, Concernant aussi sur Sommer, notamment, Johan, qu'est-ce que tu en penses aussi? Quel apport tu lui mettrais sur voilà, notamment ces 15 clean sheets, toutes compétitions confondues, où souvent, justement, avec la Béné Amata, je fais des sondages à chaque match pour que les abonnés désignent l'homme du match. Et mine de rien, Yann Sommer, si je me souviens bien, on en est peut-être à deux, trois, peut-être même, je crois bien, quatre hommes du match déjà désignés pour lui sur cette moitié de janvier. Johan, mine de rien, c'est quelqu'un qui s'est imposé immédiatement dès son arrivée à l'Inter. Oui, clairement. Alors, il y a plein de choses à raconter, je trouve, sur Sommer. La première, c'est évidemment sur le profil. Il n'a pas l'excentricité d'un Onana. Il n'a pas. Là, on va parler de l'aspect hors terrain, hein, mais il n'a pas même le côté presque spectaculaire de d'Onana. Il n'a pas non plus le jeu au pied d'Onana, bien qu'il n'ait pas un jeu au pied catastrophique, hein, mais comme tu as affaire au meilleur avec Onana, celui que tu prends derrière est forcément moins bon. Et donc ça change aussi un petit peu ton jeu, parce que Onana, en plus ayant les deux angles de relance, c'est-à-dire pied droit, pied gauche, dans la construction du jeu ou dans le jeu sous pression, ça t'offrait tellement de possibilités
que finalement, c'était presque peu importe le ballon que tu donnais à Onana, tu savais qu'il allait le ressortir de manière plus ou moins propre. Zomer, tu sais très bien que quand tu vas aller le chercher sur son axe gauche, il y a une petite faiblesse, ou en tout cas, ce n'est pas un point fort comme ça pouvait l'être pour Onana. Donc ça, c'est juste pour le comparatif entre les deux. Là où l'Inter a été intelligent, c'est que Zomer, il y avait quand même cette question qui est toujours prégnante dans les clubs quand il s'agit de remplacer un titulaire fort qui a été ultra performant, c'est la pression que tu as sur tes épaules. Je pense par exemple à l'autre club de Milan, on va éviter de trop prononcer son nom dans ce podcast-là, mon cher Karim, mais tu sais, la succession de Donnarumma, on disait aussi, attention, c'est pas simple. Onana, on disait, attention, c'est pas simple. Et à chaque fois, avec des profils très différents en termes d'âge, d'expérience, de qualité de gardien même, les deux clubs ont réussi à vraiment bien remplacer leur gardien qu'on imaginait presque irremplaçable. Et ça à mettre au crédit de l'Inter. Il faut quand même se souvenir aussi que Sommer a fait son passage au Bayern où il devait quand même aussi, alors là c'était il y a une blessure, mais prendre la succession de Neuer, donc c'est pas simple et ça n'avait pas forcément été génial pour Sommer. Il a eu quelques petites difficultés quand même au Bayern. Moi, je lui accorde un très grand crédit, évidemment, parce qu'il a été l'auteur d'arrêts importants sur des matchs où ça pouvait être un petit peu plus serré que sur les avalanches de buts, ou que tu prennes le but du 4-1 ou du 4, ou que oui, du 4-1, du 4-2, ou que tu le prennes pas, ça fait pas une différence fondamentale en termes de points glanés. Par contre, je trouve que sur sa ligne, et ça on le savait d'avance, hein, c'est un gardien très fiable, très sûr, moins spectaculaire, moins d'envergure, mais très efficace. Et tu vois, je regardais une stat que j'aime bien regarder pour les gardiens, qui est parce que pour un attaquant, tu sais, on prend souvent la stat des expected goals. En gros, bah, selon la position du tir, selon plein de facteurs qu'on ne va pas détailler, mais un attaquant qui est en surperformance, bah, par exemple Lautaro, cette saison est en surperformance. C'est-à-dire qu'il marque beaucoup plus de buts que ce qu'il ne devrait selon la stat des expected goals, si te donne la qualité des positions de tir. Et donc, bah, plus le tir est compliqué, plus c'est dur de marquer, bah, lui, il explose un peu toutes les notations à ce niveau-là. Bah, pour un gardien, il existe un petit peu la même chose. C'est ce qu'on appelle, notamment sur Football et Référence, qui est un site que j'utilise très souvent et que je vous conseille de consulter. C'est les post-shot expected goals, c'est-à-dire on prend les tirs cadrés, on prend que les tirs cadrés, on regarde où ils vont dans le cadre et ça donne une valeur de difficulté d'arrêt pour le gardien. Et bah, Jan Sommer est le troisième meilleur gardien de Serie A sur cette statistique-là cette saison, c'est-à-dire qu'il l'arrête, entre guillemets, pour le faire de manière un petit peu, pour vulgariser, on va dire un petit peu le concept, il arrête plus de buts qu'il n'aurait dû selon la position des ballons qu'il a arrêtés. Et derrière, Terracciano de la Fiorentina est l'un des meilleurs gardiens cette saison de Serie A, Di Gregorio de Monza d'ailleurs, que l'Inter connaît bien. Donc je lui accorde un vrai grand crédit. Dans le jeu au pied, comme je l'ai dit, c'est moins flamboyant qu'Onana et ça te limite un petit peu sans que ça soit catastrophique non plus, comme l'était par exemple le gardien de l'autre club de Milan, avant qu'il soit remplacé par Maignan. Mais c'est évident que, en plus, tu sais, il y a un truc, c'est j'aime bien regarder chez les gardiens quand ils arrivent, comment ils se comportent avec leurs défenseurs. Et lui, tu as l'impression que c'est extrêmement fluide. T'as pas l'impression qu'il est forcément arrivé cet été. C'est pas dans comment dirais-je, dans quelque chose de fort, de prononcé, où il fait C'est des pas comme grands gestes. Onana qui voulait en découdre avec Dzeko, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est que c'est beaucoup plus calme, comme tu l'as dit, dans son tempérament. C'est tout en douceur, même si c'est ferme. Et c'est ce que j'aime aussi chez Sommer, c'est ce côté très lucide, même dans les points chauds d'un match. Ouais, non, c'est vrai que Sommer, on est sur un gardien très différent, mais encore, enfin, c'est-à-dire encore plus efficace, oui, en termes de clean sheet et par rapport à Onana, mais comme on dit, les contextes sont différents. Est-ce que Mhm. Onana, cette saison, n'aurait pas fait aussi comme Sommer parce qu'il n'était pas non plus dans une équipe défensivement qui avait la même solidité défensive? Pour parler aussi quand même des joueurs qui sont devant aussi Yann Sommer, où ça a quand même beaucoup bougé, Johan aussi, ces dernières semaines avec les blessures et les rotations nécessaires, notamment. Alors, sans revenir évidemment sur tous les joueurs, parce que de toute façon, il y a
Il y a notamment un joueur qu'on va revoir dans les postes un peu plus avancés, le couteau suisse italien de cette équipe. Moi, j'aimerais déjà qu'on s'attarde quand même sur le joueur qui a le plus joué parmi tous ces défenseurs centraux, c'est Francesco Acerbi. Où moi, de toute façon, je pense que je l'avais tweeté, mais même je l'avais déjà dit dans un podcast, moi, j'étais pas fan de lever son option d'achat. Bon, elle a été revue un peu à la baisse, mais bref, j'étais quand même pas fan de lever cette option d'achat de quelques millions pour Francesco Acerbi, où je me suis dit, bon, ça sent un peu, même s'il est assez âgé, la One Wonder Season. Qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine? Il aura un an en plus. Est-ce qu'on sera toujours dans les mêmes dispositions? En plus, on avait prolongé aussi De Vrij qui allait avec lui. Bon, De Vrij qui sortait pas aussi de très bonnes saisons, mais qui avait fait un bon début, enfin même très bon d'ailleurs début sur cette saison de Serie A. Et mine de rien, Johan Francesco Acerbi, je pense que si on prend tous les défenseurs de l'Inter, en sachant comme on a dit qu'il y a eu pas mal de blessures aussi, que je pense que c'est le meilleur défenseur central de l'Inter, enfin c'est le meilleur défenseur de l'Inter cette saison. Ça se bat pour être dans la discussion des meilleurs défenseurs centraux d'Italie aussi. C'est vrai, mine de rien, Johan, que Acerbi, voilà, moi personnellement, quand même mea culpa parce que je pensais pas qu'il allait nous sortir une saison dans la continuité de la précédente. Et voilà, c'est un joueur, mine de rien, qui est quand même assez bluffant parce que même dans ces belles années à la Lazio 2020, quand ils font le rush Scudetto ou autre, même s'il avait un niveau très, on va dire impressionnant, pas non plus très très impressionnant, mais je pensais pas que arriver à encore ce genre d'année, même dans une défense à 3 où il est un peu plus conforté, même s'il a joué central gauche, moi je ne pensais pas encore atteindre ce genre de niveau, notamment en Ligue des Champions l'année dernière, et là de continuer encore ce genre de niveau cette saison en Serie A et en Europe. Alors, j'avais pas la même inquiétude sur la One Wonder Season parce que en fait, il avait quand même déjà montré à la Lazio qu'il avait les qualités pour être performant, dépasser la trentaine. Moi, je me souviens l'année où la Lazio va en 8e de finale contre le Bayern. Ça doit être 2021 du coup, parce que leur rush est en 2020. Exactement, 2021. Et à ce moment-là, je me souviens que dans l'after, je dis qu'Acerbi est un des 3 meilleurs défenseurs centraux d'Italie. Et évidemment, ça se passe mal contre le Bayern, mais beaucoup de défenseurs ont eu beaucoup de difficultés contre les attaquants du Bayern et on m'avait dit ah, c'est ça ton meilleur défenseur italien, etc. J'ai toujours été un. Il n'y a que le nom italien qui me vient, oui, un partisan, on va dire, d'Acerbi, dans le sens où je trouve que c'est un défenseur qui a su extrêmement maximiser ses qualités de défenseur et que sans doute assez peu de gens pouvaient imaginer atteindre un tel niveau de performance, y compris en Ligue des Champions, parce qu'en Serie A, pourquoi pas. Effectivement, pour moi, c'est le meilleur défenseur central de l'Inter aujourd'hui. Je pense que Pavard, il faudra voir comment il revient de blessure, pourra lui contester ce rôle-là, parce que je le vois très bien. Et Bastoni, ces dernières semaines, je ne suis pas très satisfait de ses performances. Je ne sais pas de quoi ça vient, mais oui, je le trouve moins bien cette saison. Bref, Acerbi, moi, j'avais pas l'inquiétude de la One Wonder Season, mais tu as toujours le truc de un défenseur de cet âge-là, plus que les performances, c'est les blessures. Et tu vois, on va descendre de 500 km et on va aller à Rome, où la Roma a prolongé Smalling. Le problème, c'est que quand tu prolonges ce type de joueur-là, tu as toujours le risque de la blessure avec des trentenaires bien tassés. Smalling, il n'a pas joué de la saison. Et la Roma est en train de se dire, est-ce qu'on a bien fait de le prolonger? Donc, hormis ce risque-là, j'étais pas trop inquiet pour Acerbi sur le terme de, enfin, sur une question de performance pure. Oui, c'est le meilleur parce que aujourd'hui, si tu prends tous les défenseurs centraux italiens, je précise bien italiens, parce que tu en as d'autres, je pense à un Gleison Bremer par exemple, qui peut matcher là-dessus, dans le 1 contre 1, contre des attaquants pivots, Acerbi, la science du placement, du duel, de l'anticipation, de faire le tour du défenseur, même si c'est un Golgoth, on l'a vu contre Haaland en finale de Ligue des Champions. Non, Acerbi, c'est vraiment bien et je pense que l'Inter a fait sans doute l'un de ses plus gros coups COUPS à bas coût COUTS avec Acerbi. Je vois ce que tu veux dire.
Et mine de rien, il a coûté quelques millions d'euros, donc c'est sûr qu'on peut être d'accord. Et franchement, ouais, comme tu as dit, moi, à Cherby, je voyais pas non plus ce niveau-là en Champions League. Là, c'est carrément bluffant et je pense que tu peux imaginer ça. Mais même, tu vois, jouer, il y a beaucoup de joueurs qui passaient de la Lazio Roma, enfin, les clubs, on va dire, les clubs du Sud, quand ils arrivaient dans les clubs du Nord, généralement, ça se passait pas aussi très bien parce que même si ils ont eu la pression de l'Olympico ou autre, là, ils ont la pression pas juste entre guillemets d'un stade, ils ont aussi la pression du résultat, de la Ouais. performance tous les 3 jours et autres. Et à Cherby, c'était ça surtout mon doute, c'est est-ce que tous les 3 jours, il pouvait performer comme ça et mine de rien, il enchaîne. C'est une folie à quel point il enchaîne. Je me suis fait tout à l'heure du coup le nombre de minutes qu'il a joué, juste tu descends FootMob et tout, 90, 90, 90, 90, et je crois qu'il a fait un 8 ou 9 matchs en jouant 90 minutes. C'est vrai que alors, là, c'est un peu l'inverse de Smalling, où voilà, enfin, je sais pas si c'est par réflexe, mais moi, je me pose même plus la question de, limite, quand Acerbi n'est pas titulaire, c'est là où tu dis, il joue pas bizarre. On se pose des questions. Donc, Et 36 ans, hein. Enfin, il a 36 ans dans 20 jours. Hein. Ouais, non, mais c'est vraiment, et il est en fin de contrat du coup en 2025, donc on va voir comment ça va continuer, notamment la saison prochaine. Et le deuxième défenseur, avant de passer au milieu de terrain, que j'aimerais aussi aborder, Johan, alors lui, c'est plus une surprise, un joueur qu'on n'attendait pas avec ces performances-là, à ce moment-là, un joueur qui, selon les rumeurs, il y a quelques semaines, était sur le point d'être prêté. Parce que voilà, l'Inter voulait lui donner un peu plus de temps de jeu. Les blessures de Pavard, blessure de Dumfries, donc Darmian doit remonter, blessure de De Vrij, donc il n'y a personne pour combler la blessure de Pavard. Et ben du coup, on est obligé d'aligner Yann Bissek pour combler le poste de central droit. Première mi-temps contre Benfica, très difficile. Deuxième mi-temps contre Benfica, impeccable, où le mec s'est rattrapé en 15 minutes de mi-temps, quoi. Je veux dire, en un discours d'Inzaghi à la mi-temps. Et depuis, bah, il a marqué son premier but. Je crois que il a eu 2 hommes du match parmi les abonnés dans les sondages de la Vénéamata. Je crois que même il avait été élu homme du mois sur le dernier mois de décembre aussi. Un joueur qui s'est révélé très fiable dans ce qu'il fait, qui au début prenait des risques, des fois un peu démesurés, mais qui voilà, a trouvé le bon alliage entre prendre des risques et rester plus bas quand c'est nécessaire. Donc, on en parlait en plus, Johan, cet été, lors du podcast, quand Inter a signé pour sa clause libératoire de 7 millions d'euros. T'avais eu quelques doutes, et moi aussi j'avais eu quelques doutes, parce que moi personnellement, je l'avais jamais vu jouer, on en avait vu que des rapports de scout et des comps, et j'aime pas trop me fier sur des comps pour juger un joueur, parce qu'on te montre évidemment que le meilleur, mais force est de constater, Johan, que l'Inter était un peu sur Diallo pour cet été, et la Juve l'a pris cet hiver. Moi, quand j'ai vu les performances de Bissek, évidemment, c'est sûr que quelques matchs et autres, donc il faudra voir la confirmation. Mais quand on voit ce genre de joueur et tout, tu te dis, bon, finalement, il n'y a pas tellement besoin d'investir sur un autre défenseur central cet été et autres. Ouais, c'est comme je l'ai un peu titré sur ma fiche, Johan, c'est la bonne surprise, Yann Bissek. Tout à fait. Et évidemment que ça demandera confirmation, et c'est normal, hein, l'échantillon est faible pour le moment, mais dans cet échantillon, pardon, il y a des matchs de qualité parce qu'il y avait, même s'il n'y a pas eu que des gros clubs, hein, mais il y avait des oppositions un peu difficiles. Je pense à Bologne, je pense à l'Udinese, notamment, qui sont capables pour certains, de mettre beaucoup d'agressivité et beaucoup de duels, beaucoup de longs ballons à gérer. Pour d'autres, beaucoup plus de jeux au sol. Ils ont tendance à t'aspirer pour mieux te prendre. Donc, non, je suis d'accord. C'est pour l'instant, je sais pas, il doit être à 500 minutes ou quelque chose comme ça dans la saison. Donc, c'est pas énorme. Ça demandera confirmation, sans trop se projeter sur la saison prochaine. Moi, je pense qu'il faudra quand même recruter parce que De Vrij à Cherby, et qu'on a beau faire l'éloge d'Acerbi, au bout d'un moment, ça peut aussi coincer. Je veux dire, tu vois, je t'ai pris l'exemple de Smalling. La Roma a fait l'erreur de trop miser sur Smalling et de ne pas avoir d'alternative crédible. Et bah, le jour où ça coince, t'as plus rien en termes de leadership, de joueurs majeurs, etc. Donc, peut-être qu'il faudra investir quand même. Mais malgré tout, je trouve son profil intéressant
notamment dans l'utilisation des ballons, parce que c'est pas quelqu'un qui a peur de se projeter. Tu parlais de ses prises de risque tout à l'heure. Moi, justement, Oui. j'aime ça. J'aime ça parce que c'est là qu'on voit finalement ce qu'un joueur est. Enfin, c'est là si on voit, oui, La confiance du joueur. non, si un joueur est capable de jouer dans ce type de club-là, tu vois, s'il domine la pression, s'il n'y pense pas, si, à l'inverse, si quelqu'un est très timoré, qu'il n'ose rien faire, etc., tu vas te dire, niveau caractère, personnalité, est-ce que ça peut matcher? Là, Bissek, tu vois que pas de problème à apporter des solutions, à se déplacer, à coulisser, même derrière le latéral, enfin le latéral, le piston, quand il rentre intérieur, à proposer offensivement, à proposer des 1-2 en allant jusque dans la surface. Donc, tu vois, il y a des choses liées à cette capacité à se projeter qui est pour beaucoup, évidemment, technique, tactique, mais aussi liée à la personnalité qui m'intéresse. Donc, il a un profil intéressant parce que malgré le gros gabarit, c'est quelqu'un qui va quand même assez vite, je trouve. Donc, il a une fréquence de pas qui est assez intéressante. Donc, on va dire bon début et à confirmer. Eh bien, on va passer du coup au milieu de terrain. Je vais donner un peu l'apport statistique de. Alors, le milieu de terrain, j'ai pris les pistons aussi, mais j'ai pas compté Darmian dedans Ouais. sur ce coup. Alors, les milieux de terrain cette saison, c'est 21 buts plus 28 passes décisives cette saison. Donc, mine de rien, ça a apporté pas mal de stats. Il y a notamment des joueurs qui en ont apporté évidemment plus que d'autres, notamment les 6 passes décisives de Mkhitaryan, les 8 buts de Çalhanoğlu aussi, les 5 passes décisives aussi de Di Marco autres. Comme on a fait pour la défense, Johan, on va revenir sur deux joueurs et notamment le premier, ben, on est obligé de revenir sur le joueur qui était le plus attendu cet été. Après le départ du cadre Marcelo Brozovic, il fallait que l'Inter se trouve un nouveau regista et il était déjà du coup dans l'effectif avec Çalhanoğlu qui avait, comme on le sait, déjà occupé cette position la saison dernière. On va dire plus sporadiquement si on peut dire. Là, clairement, c'est le regista titulaire cette saison. Et mine de rien, Johan, bah, ça tourne plutôt bien pour lui. Alors, comme on sait, il y a eu beaucoup de ces buts qui ont été sur penalty, même s'il y a deux, trois frappes de loin à noter dedans. Au-delà des stats, bon, déjà qu'ils nous apprennent que quand même, mine de rien, on a perdu Lukaku, top tireur de penalty, pour le remplacer par un autre top tireur de Mhm. penalty. Donc, mine de rien, pour les statistiques, c'est toujours une bonne chose. Mais Çalhanoğlu, surtout, le plus intéressant, c'est dans le jeu. Et encore plus intéressant, Johan, c'est défensivement où les doutes subsistaient sur comment Çalhanoğlu va gérer la partie défensive sur toute une saison. Là, on a entamé du coup la moitié de cette saison et on peut dire, Johan, que mine de rien, bah, comme la saison dernière, il se défend plutôt bien sur ce bilan défensif où tu es un joueur assez agressif, peut-être parfois un peu trop, notamment sur les tacles, mais tu es un joueur qui est qui a quand même pas mal d'interceptions pour un joueur, encore une fois, qui de base, il y a quelques années, évolue en numéro 10. L'entente parfaite aussi avec Varela et Mkhitaryan et trois joueurs qui se complètent parfaitement, qui peuvent interchanger leur rôle à chaque fois. J'allais dire c'est la bonne surprise chez Anoglou, Johan, mais finalement en fait c'est juste une confirmation de ce qu'il avait fait la saison dernière et encore entre guillemets un autre travail accompli pour Simone Inzaghi. Ouais, là encore, il y a plein de choses à dire. La première, tu l'as dit à la toute fin, hein, mission accomplie pour Inzaghi. Il faut quand même se souvenir que c'est son invention à lui. Alors, certains pourront dire que c'était forcé puisque c'était lié aussi à l'état de physique, hein, de Brozovic. On se souvient qu'il avait essayé aussi, hein, il avait tâtonné, il avait essayé Barella de mémoire aussi devant la défense une fois où ça avait été vraiment pas bon. Donc crédit évidemment à Inzaghi, à Çalhanoğlu aussi en l'occurrence. Euh, Tout à l'heure, on parlait de l'aspect défensif et de cette irrégularité la saison dernière. Je mettais souvent Çalhanoğlu dans les premiers joueurs qui m'agaçaient la saison dernière sur ça. Tu te souviens aussi de moments d'agacement entre Chala et Barella sur oui, sur des passes un peu en dilettante de Çalhanoğlu, des relances qui étaient interceptées, qui amenaient, en plus dans des zones dangereuses, hein, parce que quand tu joues devant la défense, c'est forcément une zone dangereuse en phase de construction quand tu récupères le ballon devant ta surface. Et il y avait eu des espèces de prises de bec, où ils s'envoyaient paître, on va dire comme ça, l'un l'autre. Et je trouve qu'il a beaucoup progressé là-dessus. Pour moi, ça fait partie des joueurs qui ont le plus progressé sur l'aspect dont je parlais tout à l'heure.
J'aime son agressivité. Moi, je dirais même pas qu'il en a trop. Je trouve que l'Inter a besoin de ça. Je pense que lui-même a besoin de ça pour rester dans ce match-là. Je pense qu'il a besoin d'être comme ça, de jaillir, de se mettre au sol. Je pense que c'est aussi peut-être un moyen pour lui de rester full focus sur son match. Tant que ça nous amène pas des cartons rouges, très bien, mais parce qu'il y avait des tacles cartons orangés des fois. Donc c'est pour ça que oui, j'avais noté que. Mais tu vois, c'est pas grave si dans une saison tu prends un rouge, ça sera Puis pas on grave. connaît, et puis on connaît, Johan, les aversions d'Inzaghi pour les cartons jaunes. Ah oui, mais ça c'est clair. Donc, Mais tu vois, même s'il prend un rouge dans la saison, moi en tant qu'observateur extérieur, c'est pas grave parce que toutes les fois où ça t'aura servi, à la limite, ça vaut bien un rouge dans la saison. Tu vois, c'est une question d'équilibre dans ce qui te profite et ce qui ne te profite pas. Et moi, j'estime que c'est pas parce qu'il prendra un rouge que le bilan tendra vers le négatif. Loin de là pour le coup. La qualité technique, Çalhanoğlu, il l'a toujours eu. C'était évidemment tout ce qui ne concerne pas le jeu avec ballon qui nous a posé quelques questions, qui nous a fait réfléchir, et c'est très bien d'ailleurs. Ça permet un peu d'imaginer, de réfléchir au changement de poste, de parler en termes de profil, de voir ce qu'il pouvait améliorer, etc. Et je trouve que, tu sais, évidemment que les joueurs flashy à l'Inter ont toute leur importance et je parle pas en termes de supporters de l'Inter, hein, là pour le coup, même de mecs qui suivent la Serie A au quotidien, etc. Mais tu vois, si on te dit les 3 joueurs les plus importants de l'Inter, je pense que des gens qui regardent un petit peu de temps en temps comme ça l'Inter vont te dire Lautaro Martinez, vont te dire Marcus Thuram et vont te dire Nicolo Barella. Et je suis à peu près persuadé que 95% des gens ne mettront pas Çalhanoğlu, ou même certains peuvent te mettre Di Marco, parce que pour le coup, c'est un joueur flashy qui marque, qui fait marquer, etc. Le petit blond en plus, ça passe bien à l'écran. Bah pour moi, il est sans problème et sans même discussion dans le top 3 Çalhanoğlu des joueurs le plus important de l'Inter. on Et l'a vu donc, contre la Real Sociedad de match aller, notamment. ouais, alors déjà parce que mine de rien, hormis Aslani, il y a peu de joueurs qui peuvent jouer dans ce poste-là, enfin à ce poste-là, pardon, dans l'effectif de l'Inter, mais euh, il a, il a, il a une importance capitale dans la construction du jeu et il est en train d'amener en plus une dimension sans ballon qui est aussi fondamentale dans le jeu d'Inzaghi. Donc oui, pour moi c'est un vrai beau joueur qui est devenu un joueur très complet alors qu'il était très oui, j'allais dire ce trequartista, mais même pas, s'il était plus un 10 reculé, et aujourd'hui, il est quasiment capable d'être un milieu de terrain, tout terrain pour le coup. Le deuxième joueur aussi, Johan, alors moins flashy, hein, désolé pour ceux qui pensaient qu'on allait parler aussi de Barella, de Mkhitaryan, mais de toute façon, on en a fait des podcasts sur eux. Tu parlais de joueurs moins flashy, Johan, et lui, c'est clairement pas dans les 10 joueurs que les gens citeront si on leur demande de citer les 10 meilleurs joueurs de l'Inter cette saison. C'est Carlos Augusto, qui est arrivé quand même cet été de Monza, qui avait la tâche de suppléer Di Marco et de remplacer Gossens. Et je voulais en parler du coup aujourd'hui parce que moi, mine de rien, alors, avec un but, une pas décisive, mais c'est clairement pas les statistiques qui sont importantes pour Carlos Augusto quand je Il le faut les vois. mettre en rapport aussi avec le temps de jeu en plus. Hein. C'est ça, parce que comme on a dit, c'est le remplaçant de Di Marco, et à part la petite blessure de la toute fin de mois de décembre, Di Marco est resté full pour Simone Inzaghi, est resté disponible et donc logiquement toujours joué. Moi, je voulais revenir du coup sur Carlos Augusto parce que c'est un joueur, j'en ai parlé dans beaucoup de podcasts, que ce soit les bilans de chaque mois ou autre. Moi, c'est un joueur, mine de rien, que j'aime beaucoup, notamment déjà par sa polyvalence de jouer central, de jouer piston gauche. Ça évoquait même sa possibilité de le voir jouer à droite quand Cuadrado s'est blessé. J'aurais bien aimé voir ce que ça donnait. Et surtout, Johan, c'est un joueur qui correspond bien plus à ce que demande Inzaghi que ce que Gossens faisait, où Gossens avait un apport offensif bien, mais très inconstant. Et défensivement, c'était pas non plus aussi l'assurance de touriste comme peut l'amener Carlos Augusto. Alors, Carlos Augusto, c'est quand même, si on devait faire une balance, un joueur 60% défensif, 40% offensif, en tout cas pour le moment.
dans ce début de saison de l'Inter. À Monza, c'était évidemment différent, mais dans ce qu'on voit pour le moment, l'Inter, défensivement, presque rien à lui reprocher, où c'est un joueur qui arrive très bien quand même à tenir son vis-à-vis. Et offensivement, je pense que voilà, je pense que c'est plus une barrière mentale, parce qu'on a vu à Monza, il faisait des 5 buts, 5 passes décisives, donc je pense que c'est juste une barrière mentale pour que voilà, il passe le cut offensivement. Mais c'est vrai que Johan, mine de rien, on a peut-être enfin cette doublure à Di Marco qui commençait à manquer depuis plusieurs temps. Gossens avait pas fait l'affaire. Carlos Augusto commence à rentrer aussi dans cette case-là. Et puis Johan, on s'amusait à les compter des fois avec les membres de la team Benevata. Ça fait un joueur de plus qui peut occuper au moins 2 positions sur le terrain Mhm. pour l'Inter. Et ça commence à être aussi une récurrence dans les choix de recrutement de Simone Inzaghi ou dans les choix de prolongation, on peut le dire comme un Matteo Darmian. Clairement, alors le double poste à l'Inter dans l'Inter de Simone Inzaghi, c'est pas pour un changement de système, hein, c'est parce que parfois ça peut être utile aussi pour changer de système en cours de match, où tu peux passer dans une défense à 4 ou un milieu de terrain peut prendre une position plus offensive, plus excentrée. Donc il y a pas mal de choses. Là, c'est vraiment pour du poste pour poste, mais en cas de oui de turnover forcé ou pas forcé ou choisi d'ailleurs, hein. Oui, j'aime bien Carlos Augusto. Je suis pas sûr que il y ait une telle différence avec Gossens dans le sens où n'oublions jamais les conditions d'arrivée de Gossens. Les conditions d'arrivée de Gossens, c'est un joueur blessé depuis longtemps. Et le problème, c'est que ça correspond avec la montée en puissance de Di Marco. Et à partir du moment où Di Marco a flambé, parce que c'est vraiment le cas, où il devenait très important, Gossens n'a jamais eu l'occasion de se mettre en route vraiment. Et pour un joueur qui commençait, je pense qu'il devait pas être loin de la trentaine, non? Peut-être 29 ans, Gossens? Quelque chose comme ça, je pense. Oui, c'est ça, on était vers 28-29 ans. Avec un physique quand même assez costaud et ces joueurs-là très, je sais pas si ça se dit musculeux, non, je suis même pas sûr. Bon, bref, Ouais, avec une très axé muscu. sur le physique, hein, on Ouais, se voilà, connaît c'est les joueurs ça. de sous Gasperini. Voilà, ils ont besoin quand même euh, d'un équilibre de temps de jeu qui leur permet, enfin, qui permet à ce corps de se lancer. Et il l'a jamais eu à l'Inter, et je pense que c'est ce qui lui a coûté l'essentiel j'allais dire, de la confiance des dirigeants ou de la confiance d'Inzaghi. Je suis pas sûr que l'upgrade soit si importante avec Carlos Augusto, hormis le fait, comme tu l'as bien précisé, qu'il peut jouer, moi je dirais plus dépanné au poste de central gauche dans une défense à 3, où là c'est clairement quelque chose d'intéressant, même si finalement tu as déjà 2 joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là avec Bastoni et Acerbi. Euh, mais oui, on va dire que c'est une bonne solution de remplacement, que tu es serein, on va dire, si Di Marco manque, même si Di Marco, il est quand même difficilement remplaçable dans cet effectif-là pour le moment, mais on va dire que tu as un peu moins de sueur froide que quand tu avais Gossens qui n'était pas en rythme et qui devait faire le truc extraordinaire les rares fois où Di Marco ne jouait pas la saison passée. Johan, on va passer du coup au dernier secteur. Et quel secteur? Le secteur offensif de cette équipe. Encore quelques stats pour illustrer. 53 buts marqués cette saison, toutes compétitions confondues, 44 en Serie A, 8 en Ligue des Champions, un seul en Coppa Italia. C'est 2,3 buts marqués par match en Serie A cette saison. L'Inter, la meilleure équipe en Serie A, 40,3 expected goal, la meilleure équipe en Serie A, 7 penalty obtenus aussi, la meilleure équipe en Serie A. Et avec évidemment les bilans individuels qu'on connaît, toutes compétitions confondues. Lautaro Martinez, 18 buts, 4 passes décisives. Marcus Thuram, 8 buts, 10 passes décisives. Et on va s'arrêter là parce qu'on va en parler justement après des deux copains qui viennent aussi après. Alors, commençons quand même par le positif d'abord, Johan. Comme j'ai dit, du coup, 53 buts marqués, notamment par ces deux joueurs-là qui, toutes compétitions confondues, en ont marqué 26, ce qui est quand même assez affolant. On en est à presque la moitié des buts marqués, toutes compétitions confondues, viennent de Lautaro et de Thuram. Mine de rien, Johan, même si on en avait en plus débattu avec Guillaume sur le début de saison, malgré le départ de Lukaku, alors évidemment ça a fait que Dzeko est parti parce que l'Inter
a privilégié du coup Thuram parce qu'il ne savait pas pour Lukaku évidemment, et quand on voit ce que fait Dzeko cette saison, mine de rien, c'est un peu un regret que le cas Lukaku est venu perturber tout ça, parce qu'on aurait pu avoir Dzeko, Lautaro, Thuram, même si, on en reparlera après, je ne pense pas que Thuram aurait eu la même ascension folle avec un Lukaku ou avec un Dzeko qui aurait eu un statut Je suis d'accord. supérieur à lui. Donc, mine de rien, voilà, le présent est là, et mine de rien donne raison à Marcus Thuram. Lautaro Martinez aussi, Johan, qui a pris du coup le brassard cette saison et qui a pris tout le leadership qu'on voulait qu'il prenne les précédentes saisons, mais qu'il n'avait pas pris faute à différents facteurs. Là, voilà, il l'a pris cette saison à travers notamment ce brassard, avec les statistiques aussi qui vont avec, aussi avec un aura, au-delà du leadership, aussi un aura, on va dire, qui permet d'être un peu la figure de proue du projet. Donc, au moins sur le côté positif, Johan, le secteur offensif, c'est aussi une bonne chose. Ça avait été aussi une bonne chose l'an dernier, où l'Inter avait quand même aussi marqué pas mal de buts la saison dernière. Mais là, il y a un secteur offensif plus jeune, en tout cas au moins sur les deux attaquants qui vont. Et puis surtout, Johan, on a une paire, alors niveau paire aussi à l'Inter, on a été plutôt bien gâtés sur les dernières saisons. Mais là, on a vraiment une paire qui se complète comme les doigts de la main, j'ai envie de dire. Ouais, bah, je souscris totalement. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir rajouter, mais oui, il y a une progression constante depuis l'année dernière chez Lautaro, pas simplement dans le nombre de buts. On peut toujours discuter un peu du nombre de buts, dans quelles circonstances, est-ce que tu tires les pénaltys ou pas, etc., etc. Dans cette, j'ai beaucoup parlé de mentalité, hein, mais dans le leadership affirmé et le leadership, l'exemplarité dont il témoigne, parce que être un leader et être demandant envers les autres, c'est bien, mais il faut l'être déjà avec soi-même. Et je trouve que là-dessus, il a fait des progrès notables, et je ne vois plus depuis un petit moment maintenant, je suis en train de réfléchir. En tout cas, Les fameux trous de 8 matchs. exactement. Et au-delà même des trous du match, c'est au moins 3 matchs où il est transparent. Ça, 3 matchs d'affilée où il est transparent, ça n'existe plus aujourd'hui dans l'univers de Lautaro Martinez. Ce qui est plutôt bien, tu as cité plusieurs stats, mais il y en a une que j'aime bien, hein, c'est 16 buts en 25 tirs cadrés. Donc il a ce côté aussi quand même de finisseur maintenant, où tu sais, quand il était sur ses premières saisons, il devait être autour des 20 buts, je pense, toutes compétitions confondues, peut-être 22. Moi, je me demandais toujours, tu sais, face à des Immobilier qui avaient marqué, il est à 36, je crois, Higuaín, qu'on a beaucoup marqué, enfin, tu vois, ce type d'attaquant, Dzeko qui avait fait 30, je crois, ce type d'attaquant qui marquait 30 buts en une saison. Et je me demandais toujours, est-ce que Lautaro peut être ce type de joueur-là? Et bah, on va sans doute avoir la réponse à la fin de la saison là, avec Lautaro, puisque il sera sans doute dans cette atteinte des trentaines de buts, enfin de la trentaine de buts, pardon. Et ça sera mérité parce que il a fait le travail pour arriver à ce niveau-là. Ça, c'est le côté Lautaro. Thuram, il y avait beaucoup de questions quand il est arrivé, parce que bon, on a vu plein de trucs intéressants à Gladbach. On avait vu aussi pas mal de limites caractérielles, d'implications, de moments de trou, de moments quand l'équipe elle n'était pas au mieux, bah lui il n'était pas au mieux, difficulté à permettre à cette équipe de sortir des passes compliquées. Et en fait, alors ça on ne le sait pas encore, puisque l'Inter n'est pas dans une passe compliquée depuis le début de la saison, mais en tout cas il s'est trouvé très rapidement. Je trouve le duo extrêmement complémentaire. Et alors, je ne sais pas s'ils l'ont énormément travaillé à l'entraînement, mais il y a des moments où je les trouve même plus fluides que Dzeko Lautaro, qui était pour moi une association très intéressante. Plus fluide que ce qu'on avait même pu voir avec un Lukaku. En si peu de temps, je trouve ça assez fort. En plus, on voit, tu vois, on le voit très impliqué quand évidemment Inzaghi le replace d'un mètre à droite, à gauche, sur des touches, etc. Tu vois qu'il fait le mouvement juste, tu vois qu'il a envie de le faire, qu'il comprend l'importance de le faire, etc. Donc,
c'est une belle surprise à un tarif quand même élevé, parce que oui, il arrivait libre, mais il a pris 8 millions d'euros à la signature et il a un salaire de 6 millions net, donc on n'est quand même pas sur un joueur. Elle était là la principale inquiétude qu'on avait, notamment avec d'autres supporters de l'Inter, notamment de la team Benamata, Johan. Moi, le premier, en fait, moi, c'était pas le sportif, techniquement ou autre par rapport à Thuram. Moi, en fait, c'est est-ce que par rapport au salaire qu'il a, Ouais. parce que au-delà des indemnités de transfert, en plus, il est venu libre, mais même si les indemnités de transfert, je pense que dans le contexte, tu la prends en compte. Moi, ce que je prends encore plus en compte, c'est le salaire, parce que ça, c'est le salaire que tu demandes. Là, c'est Hmm. toi, en tant que joueur, qui demande d'avoir un salaire là, un salaire tel, et pour le salaire qu'il avait, 6 millions 5, quelque chose comme ça, il doit être au niveau des mecs qui ont ce salaire-là, Bastoni, Barella ou autres. Et en fait, elle était là, mon inquiétude. Je me dis, est-ce qu'il aura le niveau d'un Ouais. joueur de 6,5 millions d'euros par an? Bon, bah, force est de constater que 8 buts, 10 passes décisives, plus les performances terrain Mhm. qu'il offre, pour le moment, on est bien rentable, entre guillemets, sur le salaire demandé. Et c'est vrai que en termes de fluidité de relation entre les deux, c'est vrai que Lukaku, Lautaro, elle a dû être aussi travaillée, la relation, pour arriver à son pic. Ouais. Lautaro Dzeko, moi, tu sais, à mon avis, je trouve que cette relation, elle était forcée du fait de la situation économique où, bon, Dzeko est arrivé un peu comme ça d'un coup, mais j'ai toujours trouvé un peu forcé cette relation, même si elle pouvait Ah, être bonne j'aimais par moment. bien. Mais là, je la trouve naturelle, cette relation, où c'est arrivé normalement, où où les deux joueurs se comprennent parfaitement, parce que notamment Thuram est aussi attiré par la profondeur, et ce qui fait que Lautaro peut redescendre plus bas pour créer aussi un peu plus. Le problème, c'est que Dzeko et Lautaro se marchaient dessus quand les deux faisaient ça, notamment sur le début de la relation. Et là, je trouve ça aussi plutôt naturel. Et du coup, Johan, ça nous amène sur les deux autres copains Ouais, qui, c'est plus eux, sont compliqué. un peu plus sur le banc. On a fait le positif, notamment avec les deux. Bah là, on va entamer un peu le négatif. Bon, comme on a dit, Arnautovic, il y a des circonstances du pourquoi elle est arrivée. Qu'on aime ou pas les circonstances, on n'est pas là pour les aimer ou pas, on est là pour les constater. Il y avait, même si Arnautovic est eu quelques semaines avant la fin du mercato, il y avait quand même un peu d'urgence. Il y avait toujours pas de défenseur aussi qui était arrivé pour remplacer Skriniar, donc à un moment donné, il fallait bien prendre quelqu'un. Et, pas, et du coup, on se retrouve avec Arnautovic qui arrivait quelques semaines avant la fin du mercato et Sanchez qui arrivait quelques jours, lui, avant la fin du mercato. Arnautovic, voilà, pour une dizaine de millions d'euros, Sanchez libre pour un salaire de 2,7, 2,8 à peu près. Mais au-delà de tous les chiffres économiques, Johan, c'est l'aspect terrain. Alors, je vais quand même pas défendre non plus parce que c'est quand même compliqué, mais je vais trouver un peu plus de circonstances atténuantes à Arnautovic qui, moi, c'est un constat qu'on a partagé avec certains de la team de Mata, que c'est un joueur un peu plus impliqué à l'Inter, alors qui est brouillon, tout ça. Il nous a fait le Lukaku contre les Las Véron, oui, mais je le trouve quand même un peu plus impliqué. Tu sens, tu vois le but qu'il a mis, tu sens qu'il est libérateur, la passe des comptes Barella, ils lui ont tous sauté dessus. Tu sens que c'est quelqu'un qui a de la bonne envie, mais qui quand même a des limites, qui normalement ne doit pas se retrouver dans une équipe qui vise le Scudetto. Et tu as un deuxième joueur qui est revenu pour, franchement, je ne sais pas pourquoi il est revenu. Ça part mal, je dis vraiment, je ne comprends pas son retour, surtout quand tu vois qu'à l'OM ça marchait plutôt bien et tout, qui du coup est revenu en plus pour un salaire un peu moindre, pour un rôle aussi moindre, même s'il y avait Arnautovic, il savait qu'il serait pas titulaire à côté de Lautaro. Et du coup, Johan, bah, à chaque fois que Lautaro sort, et on l'a vu quand il n'était pas là sur les deux matchs, ou à chaque fois que Marcus Thuram sort, bah moi, personnellement, Johan, je considère que le match de l'Inter est terminé quand l'un des deux attaquants titulaires sort, parce que je n'attends rien des deux autres attaquants, même si Arnautovic, ses deux buts de passe décisive, Sanchez, ses deux buts aussi, notamment aussi en Ligue des Champions sur un penalty. Je crois que Sanchez n'a aucun but en Serie A d'ailleurs, je crois que les deux buts C'est ça. sont en Ligue des Champions. Bon, il va falloir régler ce problème en attaque pour cet été, mais ça sera pour des podcasts qui arriveront cet été. Mais pour le moment, Johan, on va devoir se coltiner les deux pour le moment parce que moi, j'ai jamais cru au départ de Sanchez cet hiver pour l'Arabie Saoudite, la planète Mars, où tu veux. Et Arnautovic, bah, évidemment, il va falloir le garder. Ça parle d'une possible indemnité à verser comme Sanchez, comme Vidal à la fin de saison, Bah tiens. peut-être pour finir, parce on a trop d'argent à l'Inter, donc on ne Mhm. sait pas trop quoi en faire. Même cette solution-là, pour moi, j'y crois pas aussi, parce que
Il y a beaucoup de chantiers aussi un peu partout à l'Inter, donc je pense que l'argent sera pas gaspillé comme ça, notamment vu la situation. Bon, c'est vrai que Johan, comme on a dit, il n'y a vraiment pas intérêt que Lautaro et Thuram se pètent, que ça soit les deux, que ça soit l'un des deux ou encore pire les deux, parce que les deux copains devant, clairement, c'est pas possible. J'ose même pas parler de la Ligue des Champions. Là, je parle juste évidemment de la Serie A. Et je finis, Johan, je pense que tu l'as vu l'info de la Gazzetta, comme quoi Inzaghi pense pour faire des fois tourner les deux joueurs à rajouter Fratesi au milieu de terrain et faire Mhm. monter Mkhitaryan en sorte de 9,5 pour être soit derrière Lautaro, soit derrière Thuram. C'est dire la confiance qu'il a. Il avait déjà fait en plus cette solution. C'est dire la confiance qu'il a quand même sur les deux copains, je les appelle comme ça, les deux copains de devant. Bah, je pense d'ailleurs que c'est la meilleure solution pour le coup. Ça t'apportera des choses plus bas sur le terrain. Dans le fait d'aller jusque dans la surface, ça peut t'enlever quelque chose, mais il n'y aura pas de solution miracle. C'est pour ça que moi, je me dis que si l'Inter avait une petite possibilité de débloquer un budget cet hiver, pour moi, il faudrait le faire. Avec Je crois qu'il a été un... débloqué le budget, le problème. Oui, Pour, oui, non, mais je parlais pour un neuf supplémentaire Ah oui. supplémentaire à ce qui a déjà été fait. Parce que parce qu'en fait, pour moi, c'est la plus grosse limite aujourd'hui de l'Inter. Dans les perspectives de deuxième moitié de saison, tes objectifs iront avec l'état de santé de tes deux attaquants. Voilà, pour moi, c'est assez clair. Euh, Peut-être que j'ai tort d'ailleurs, hein, mais il y a un tel écart, mais c'est abyssal entre les deux duos. Personne n'a ça en série A, d'ailleurs, Johanna. Fais-toi tout le top 7 actuellement. Enfin, je parle des Ouais, ouais. équipes classiques du top 7, Atalanta, Roma, Lazio, Mhm. la Juve, Milan, tout ça. Aucune équipe, j'avais fait la remarque dans un podcast, aucune équipe n'a une différence aussi abyssale Mhm. entre son titulaire, enfin, que ce soit duo titulaire ou son attaquant titulaire, et ses remplaçants. On peut même aller chercher des Bologne et tout. Zirkzee, par exemple, et son attaquant remplaçant, donc je n'arrive pas à prononcer le nom. Même là, il n'y a pas une Van différence aussi Hooijdonk. abyssale. Van Hooijdonk, il n'y a pas une différence aussi abyssale que Lautaro Thuram, Sanchez, Arnautovic. Ouais, et puis c'est un peu une marode pour moi, mais il y a un côté un peu frustrant, tu vois. Enfin, alors, je vais commencer par te poser une question. Qu'est-ce que tu penses de... Je sais pas si tu as beaucoup suivi les équipes de jeunes de l'Inter, Mhm. mais qu'est-ce que tu penses de Pio Esposito? Oui, le joueur prêté à l'âge pizza. Bah, Ouais. j'avais bien suivi la Primavera je crois, il y a deux ou trois ans maintenant. Après, malheureusement, en termes d'emploi du temps, j'ai moins pu suivre, notamment les deux dernières saisons. Enfin, j'avais surtout suivi la fameuse saison Cassaday, si je peux l'appeler comme ça. Ouais. Mais oui, mais par rapport à Pio Esposito, quand même, en écoutant aussi ce qui se dit par ceux, notamment qui la suivent en Italie, c'était un jeune de la famille Esposito qui avait un bon potentiel, que normalement on aurait dû faire jouer sur la fin de saison, mais bon, voilà, il y avait trop de. Bon, déjà, il y avait les quatre mecs il y avait les quatre joueurs qu'on connaît, Mhm. enfin les trois surtout, Lukaku, Dzeko et Lautaro, qui auraient pu avoir du temps de jeu qu'il n'y en a pas eu. Là, qui parle à Piazza, j'entends quand même aussi des bonnes choses, un petit peu de par-ci, un petit peu de par-là, mais Mais en après, fait, si Johan, je te pose la question, Karim, c'est parce que, enfin, tu vois, faire venir Arnautovic plus Sanchez en remplaçant de Lautaro et Thuram, enfin, il y a une prise de risque qui est tellement énorme sur les états physiques parce que les deux ont eu beaucoup de problèmes sur la capacité à bousculer la hiérarchie, sur l'investissement qui est fait en termes de montant de transfert pour Arnautovic et les deux salaires cumulés. Où tu te dis, bon, vraiment, prendre un troisième attaquant plus fort que Alexis Sanchez et Arnautovic et avoir en quatrième Pio Esposito, c'était pas possible. ou même un Moi, ça Carboni, me. hein, qui pouvait Ouais, jouer 9,5, prendre qui un ça? 9 et prendre Valentin Carboni, que tu as prêté à Ah ouais, Moulin. ouais, Tu pouvais ouais, le ouais. garder quatrième, faire jouer 9,5. D'ailleurs, c'est une solution que je vous disais pour la saison d'après. Taremi qui pourrait venir en numéro 9, on va voir si ça se fait, mais bref, prendre un numéro 9. Et le quatrième attaquant, pour moi, ça doit être Carboni, qui n'est pas cinquième, parce que le cinquième attaquant, il joue jamais, il faut arrêter les mensonges. Et prendre quatrième attaquant, Carboni, qui pourrait faire ce 10, 9,5 qui peut bouger. Mais après, Johan, tu Non, vois, mais c'est frustrant, tu c'est ce vois, que en je fait. disais.
Même Moi, le je trouve Milan ça les fait jouer maintenant. frustrant. Tu te rends compte, Moi, même Pioli maintenant fait même jouer, fait même. ouais, Alors ok, les blessures, ce qu'on veut, mais je prends pas le cas de la Juve parce que voilà, elle a une équipe différente des autres. Mais la Roma, même Mourinho les a lancés, même il les a relancés cette saison. Milan, je pense le cas de Milan, c'est le plus explicite où tu as quand même Pioli qui pourrait trouver toujours des stratagèmes, parce qu'Inzaghi, des fois, il a trouvé des stratagèmes aussi pour à la fin pas faire totalement jouer un jeune, même en fin de match. Bah, Pioli aurait pu même des fois, même quand il y avait personne, faire des stratagèmes ou autres. Bah, à la fin, il a quand même lancé un Chaka Traoré, il a lancé un Jiménez, il a lancé un Simic, il a lancé X, il a lancé X. mm. Et à l'Inter, je pense qu'il va falloir attendre la fameuse création de l'équipe U23, si elle arrive un jour, pour que ce phénomène existe, un peu comme à la Juve, pour faire jouer. Avant ça, je pense, Johan, que la direction et le coach en présence. C'est pour ça que je ne dis pas Inzaghi, Conte les faisait pas jouer non plus. Hein. C'est pas Ouais, parce c'est qu'il ça. faisait rentrer Esposito en fin de match pour un penalty contre le Genoa qu'il les faisait jouer. Mais le coach en présence plus la direction en présence, pour le moment, on sera bloqué avec des solutions Non, mais temporaires. surtout, Karim, que en fait, enfin, tu vois, on a compris que l'Inter, c'était une instant team, une équipe construite pour gagner maintenant. Ok, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, Sanchez, en Serie A, c'est 163 minutes de jeu. Vraiment, Pio Esposito, il n'était pas capable de faire 163 minutes de jeu en une demi-saison? Et puis 163 minutes de jeu, moi c'est ce que j'ai dit, Johan, hein. À part les matchs contre la Sociedad, les matchs de Sanchez, Ouais, c'est je parlais compliqué. juste de Hein. la Serie A, là, hein, en termes de Ah temps ouais, de ouais, jeu. non, Mais, mais ouais, c'est mais compliqué les c'est matchs pour de ça, tu Sanchez en vois. série. C'est compliqué, parce que j'utilise un langage joli, comme on dit. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est pour ça. Bon, moi, j'ai jamais été un grand fan d'Arnautovic, hein, même quand il a bien marché à Bologne. C'est un joueur que je connais depuis longtemps. J'aime pas sa mentalité, j'aime pas sa personnalité. Donc voilà, C'est un joueur, mais Johan, qui n'a pas le niveau pour jouer à l'Inter. non, Et non, bien regarde, sûr. c'est ce que je disais. Je pense que un jour, quand il deviendra coach, j'espère qu'il nous offrira pas des pizzas comme De Vrij, mais un meilleur cadeau, notre ami Thiago Motta, si un jour il entraîne l'Inter, même s'il peut faire un cadeau tout de suite, on prend. Le cadeau qu'on lui a fait de prendre Arnautovic pour que lui puisse lancer Zirkzee, Bien sûr. j'espère que si un jour il peut entraîner le Real Madrid et que l'Inter lui donne, enfin voilà, il y a deux propositions, le Real et l'Inter, j'espère qu'il le choisira nous, rien que pour le cadeau qu'on lui a fait quand même d'avoir pris Arnautovic plutôt que Zirkzee, enfin que lui puisse lancer Zirkzee. Je crois que c'est Sartori ou Di Vaio parce que qui en avait parlé, où ouais, quand Arnautovic avait les rumeurs à l'Inter, c'était ouais, rien que dans les propos, pourtant on sait, les directeurs sportifs disent pas grand-chose justement, mais dans les propos, ils étaient pas chauds pour garder Arnautovic beaucoup, tu vois. Bien sûr. Il- le taxi était prêt pour l'amener à l'aéroport, quoi. Non, non, bien sûr. Donc voilà, malheureusement, il y a un écart trop important et la deuxième partie de saison de l'Inter sera totalement conditionnée, je pense, par la forme de ses attaquants et notamment en Ligue des Champions parce que bon, contre le Verona ou la Salernitana ou qui tu veux, Arnautovic et Sanchez peuvent peut-être s'en sortir ponctuellement, mais contre l'Atlético, ça marchera pas. Et Johan, on va terminer du coup sur cette fin d'année, enfin cette fin de saison plutôt, parce qu'on vient de commencer l'année 2024 avec les objectifs pour l'Inter. Alors le Scudetto, on en a déjà dit, c'est un objectif évidemment Oui. l'objectif majeur. La Coppa Italia, elle a été mise de Mais côté. d'ailleurs, il y Bon, en a qu'un, hein. Il y en a qu'un, Karim, d'objectif cette saison. oui, c'est le Scudetto, évidemment, numéro Évidemment. un et tout. C'est pour ça que tu connais mon amour pour les coupes en général, pour garnir le palmarès. Je trouve que c'est important. Mais Ouais. comme je l'avais déjà dit dans le podcast qui a suivi juste après l'élimination de Bologne, quand on a pris le deuxième but et que l'arbitre a sifflé la fin du match et qu'on s'est fait éliminer, j'étais loin de verser une larmichette. Hein. Ah, franchement, bon, j'avais pas le sourire non plus, parce qu'on s'est fait éliminer. En plus, on a passé 120 minutes pour ça. En plus, il y a eu la blessure de Lautaro. Mais voilà, clairement, cette année, en tout cas, c'est pas l'élimination en Coppa Italia Hmm. qui va m'attrister le plus. Bon, maintenant, il y a la Super Coupe qu'il va falloir un peu aller dépenser de l'énergie là-bas. Donc, Inzaghi, je pense, ne veut pas perdre deux coupes mineures, si on peut les appeler comme ça. Donc, comme on a dit, Johan, l'objectif, évidemment, c'est le Scudetto. Et clairement, il y aura ce mano à mano avec la Juve, je pense, pendant encore un long moment. Moi, la question que je voudrais te poser, Johan, c'est qu'il y a la Ligue des Champions qui est là.
Tu as assuré le mondial des clubs, donc tu seras qualifié pour le mondial des clubs pour 2025 et on sait à quel point ce sera important économiquement et même d'un point de vue rayonnement du club pour l'Inter, parce que mine de rien, tu es le premier club italien qualifié, et c'est pas rien quand même. Mhm. Mais il y a quand même pour le moment encore cette Ligue des Champions et cette double confrontation face à Atlético Madrid. C'est quoi un peu, en sachant, voilà, on va corréler tout ça, comme on a dit, à l'objectif Scudetto, Johan, c'est quoi le but, l'objectif de l'Inter cette saison? Tu es quand même finaliste, donc tu dois quand même bien figurer. Il ne faut pas faire une Tottenham 2019 non plus et se faire laminer des premiers huitièmes de finale qui suivent. Une finale, ça semble compliqué, mais mine de rien, le nombre d'équipes qui peuvent sortir l'Inter aussi, elle est quand même assez réduite. Tu as un tirage, mine de rien, où tu aurais pu avoir pire. Je pense pas que tu aurais pu avoir foncièrement quand même mieux, parce que c'était compliqué au vu des premiers qu'on avait à notre disposition pour le tirage. Johan, Ah, du coup, Dortmund, ça aurait été pas mal quand même. oui, mais après, c'était pas foncièrement, tu vois, mieux que l'Atlético, où tu te dis, bon, Dortmund, tu vois, c'est pas comme si, je sais pas si tu te souviens, une année, il y avait carrément Lille qui était premier. Bon, Hmm. là, évidemment, Lille, c'était le tirage rêvé pour tout le monde. Mais du coup, Johan, en Ligue des Champions, qu'est-ce que ça doit viser pour l'Inter, en sachant que, bah, économiquement, l'Inter doit aussi Mhm. se doit d'aller le plus loin possible, notamment, limite, j'ai envie de dire plus pour des aspects économiques que pour des aspects rayonnement du club, malheureusement. C'est quoi l'objectif cette saison, du coup, en Ligue des Champions? Ah, juste sur la Ligue des Champions. En Euh, corrélant, du coup, comme j'ai dit, par rapport le Scudetto et l'objectif numéro ouais. Bah, ce qui est clair, c'est que tu vas avoir quand même un enchaînement de matchs là entre. Alors, je passe le match de Monza qui a lieu demain, hein. 1. Mais tu as derrière, tu as la Supercoupe, donc demi-finale, finale. Euh, Enfin, si tu arrives jusqu'en finale. Euh, et donc, tu as Lazio et on verra qui sera l'adversaire de la finale. Mais ensuite, en championnat, tu as Fiorentina, Juventus, Roma. Et après, par contre, le bon côté, c'est que ton match contre l'Atlético, il est encadré par Salernitana à domicile et Lecce à l'extérieur. Ça aurait pu être plus compliqué, notamment pour le match aller. Le match retour, par contre, c'est encadré par Bologne à l'extérieur et Naples à domicile. Plus compliqué. Ça, c'est un point calendrier parce que c'est toujours essentiel pour moi, quand on parle des Coupes d'Europe, de regarder où les matchs s'insèrent dans le calendrier de la Serie A parce que ça a vraiment une importance dans la gestion des joueurs. Ensuite, sur la Ligue des Champions, comme je considère que le seul objectif de la saison pour moi est la deuxième étoile, en tout cas c'est ce que je pense que pensent les dirigeants, euh, la Ligue des Champions devient un objectif secondaire. Néanmoins, tu es un finaliste de l'édition précédente. Néanmoins, tu as un très bel effectif. Malheureusement, j'allais dire doublé sur tous les postes, sauf on vient de faire un long laïus sur pléonasme sur l'attaque, donc sauf l'attaque. Mais tu as quand même un effectif de qualité qui est censé te permettre de jouer sur les deux tableaux. Donc, beaucoup va dépendre du match aller contre l'Atlético à domicile. Moi, je pense qu'il mettra l'équipe titulaire contre l'Atlético. Enfin, il mettra la grosse armada. Par contre, je te cache pas que s'il y a défaite à domicile, sur le match retour encadré par Bologne et Naples, j'ai assez peu d'espoir. Notamment sur les choix d'Inzaghi. Donc, de toute façon, les objectifs en Ligue des Champions, pour moi, ils sont toujours clairs pour tous les gros clubs. C'est être en huitième de finale. Pour moi, l'objectif est toujours celui-là. Parce qu'après, ça dépend de ton tirage. L'Inter sort contre l'Atlético. Tu diras, bon, l'Atlético, Simeone, grosse équipe avec des joueurs importants, c'est pas infamant. Tu serais sorti contre Dortmund, déjà pas la même chose. Et c'est valable pour tous les clubs. Si tu es le club A et que tu prends le Bayern en huitième, bah, c'est difficile d'affirmer que tu veux gagner la Ligue des Champions. Donc pour moi, les objectifs pour les gros clubs en Ligue des Champions, c'est toujours huitième de finale et après tu vois le tirage. Le tirage, moi, je le trouve pas génial. Je pense que, enfin, comme spectateur neutre, je pense qu'on va se faire chier. On va clairement s'ennuyer parce que ça va être extrêmement. J'ai même pas envie de dire tactique parce que tactique, ça voudrait dire que la tactique, ce n'est que du défensif. Donc je pense que ça va être très attentiste et non pas tactique.
Et j'espère me tromper, hein, clairement. J'aimerais bien voir un match enlevé, comme il y a eu le Derby de Madrid en Supercoupe d'Espagne. 8 buts, ça me va, hein. Enfin, surtout s'ils sont du côté de l'Inter. Parce que moi, je veux que les clubs italiens aillent le plus loin possible chaque année. Mais pour moi, match-up vraiment pas favorable. Et en plus, ce qui est pas favorable à l'Inter, c'est d'avoir perdu un point bêtement à Gênes, qui a rapproché la Juve à 2 points. Et donc, 2 points, tu n'as plus de joker. L'avantage avec 5 points, c'est que tu avais un joker et tu pouvais te dire, allez, si on fait match nul et que la Juve gagne, on garde ce premier poste, cette première position qui est si importante. Et puis bon, ça permet d'aborder plus sereinement le match de Ligue des Champions. Sauf s'il y a défaillance de la Juve d'ici là, tu n'auras pas cet avantage de points et donc tu es obligé de jouer tout à fond. Est-ce que Inzaghi voudra tout risquer sur et l'aller et le retour? Je sais pas. Moi, l'ambition, comme je l'imagine à l'Inter, c'est la deuxième étoile. Le reste, pour moi, est secondaire dans tous les sens. Ouais, c'est vrai que faut voir comment Inzaghi va préparer aussi ces chocs de la question. Je pense quand même que ce genre de match, double confrontation et autres, c'est quand même ce qu'Inzaghi aussi aime parce qu'on est dans un format coupe. Alors on n'est pas dans un format coupe Mhm. Coppa Italia où voilà un seul match et du coup tu passes à la trappe ou pas. Donc je pense quand même que Inzaghi met de l'importance sur la Ligue des Champions. Donc voilà, on n'aura pas l'équipe qui a joué contre Salzbourg, le dernier match, le match contre Benfica ou autre. Là, ce sera pris vraiment avec sérieux. Tu pourras aussi te permettre un petit peu de faire tourner avant les autres matchs. Tu commences au Meazza, ce qui est quand même aussi une vraie bonne chose. Donc tu fais Salernitana à domicile, Atlético Madrid domicile. Donc au moins Mhm. tu t'enlèves aussi la difficulté du déplacement. Mais c'est vrai que Inzaghi privilégiera la direction aussi, le Scudetto. Et c'est vrai que moi, je te le dis, Johan, je vois pas la Juve d'ici l'Atlético Madrid perdre beaucoup de points. Déjà, moi, j'avais déjà dit qu'à domicile, la Juve cette saison, je pense que ça sera 90% de victoire, peut-être des fois un match nul et encore, peut-être contre un gros, mais à domicile, ils feront toujours le travail contre les 7e, 9e jusqu'à la 20e place. À l'extérieur, que la Juventus, entre guillemets, je pense, peut perdre des points. Et aussi, mine de rien, côté Inter, il va peut-être falloir reprendre le rythme de première partie de saison, Johan, parce que sur les derniers matchs, bon, Lecce, tu arrives à mettre 2-0 quand même de bonne manière. Tu pouvais peut-être aussi les marquer un peu Oui. avant si Arnautovic avait un peu plus cadré. Le Genoa, tu es en difficulté. Heureusement, ça va, tu pas non plus perdu. Ça, c'est typiquement le genre de match que tu aurais perdu la saison dernière. Ouais, mais t'es en difficulté, mais sur le déroulé du match, ça doit faire quasiment 2-0 pour l'Inter à la fin du match. Ouais, mais il y a des occasions du Genoa. Tu vois, tu as Sommer qui te fait quand même une ou deux parades. Tu te dis, bon, Hum. toi, tu as les têtes de Dragousine. On a eu un but. Il a mis donc un but sur la tête, mais il a trois têtes dangereuses. Dragousine, où bon, ils avaient pas compris que c'était lui la menace principale après le premier but. Et puis là, tu as les Las Véron. Alors bon, la fin de match est totalement. Ça, même dans un scénario de science-fiction, ça n'aurait pas sa place. Mais voilà, mine de rien, pas Bologne, Vérone, tu retombes les fameux travers de l'Inter où tu mènes un 0, mais le 2-0, bon, on essaye d'aller le chercher, mais c'est pas le match contre la Fiorentina où tu veux fracasser l'ennemi, c'est pas le match contre la Salernitana, c'est pas le match contre l'Udinese où tu veux aussi Ouais, leur rouler dessus. Napoli Surtout, même. voilà, surtout que Vérone, bon, toi, tu es encore mieux placé que moi, Johan. Vérone, cette saison, c'est pas non plus l'équipe parmi les mal classés qui, on va dire, est le plus serein défensivement aussi. Donc, Ah oui, c'est sûr. tu aurais pu faire aussi un peu mieux. Donc, c'est vrai que, Johan, mine de rien, là, je pense qu'Inzaghi est un peu sur un jeu d'équilibrisme, mais je pense en vrai il y a moyen d'atteindre les quarts de finale sur ça et d'aller et de faire Scudetto, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et attention, il y a un truc qui va être très important, puisque 12 jours avant le match, non pas 12 jours, pardon, 2 semaines avant le match de l'Atlético, il y a la confrontation directe avec la Juve. Et donc là, soit s'il n'y a pas d'ici là, parce que d'ici là, il y aura eu que 2 journées de championnat. Donc si on reste sur ces 2 points d'avance, c'est soit tu reprends un peu large, et donc je reviens au discours, tu es un peu confortable et tu es un peu plus serein avant de jouer l'Atlético, soit c'est l'inverse. Enfin, ou soit ça reste s'il y a match nul, ça reste à 2 points.
Par contre, si la Juve l'emporte, là, tu as une sacrée dose de pression avant la Ligue des Champions en te disant attention, parce que l'objectif de la deuxième étoile, ok, mais maintenant on n'est plus premier, on est deuxième. Et donc, si tu prends un peu trop à la légère ou pas assez au sérieux ou pas assez avec tes titulaires l'Atlético, tu peux être sur une saison où tu gagnes plus rien d'un seul coup. Hein. Parce que tu disais tout à l'heure, la Coupe d'Italie, ça permet d'améliorer les bilans. Bah oui, c'est le cas. Et pour l'instant, cette saison, tu l'auras plus, la Coupe d'Italie. Là, c'est vrai que c'est un jeu d'équilibriste. J'ai envie de voir ce que je disais. Je vais faire confiance à Inzaghi cette saison, où je pense que pour le moment, mine de rien, pour le moment, il a pour moi une seule erreur de gestion de groupe depuis tout le début de saison. Pour moi, c'est que quand il y a eu l'alerte musculaire de Lautaro, il l'a pas sorti parce qu'il voulait aller chercher quelque chose en Coppa Italia et clairement, il fallait pas risquer Lautaro Martinez pour un quart de Coppa Italia. Clairement, c'était pas une bonne gestion. Pour moi, c'est sa seule mauvaise gestion, sinon le reste est Il y en a plutôt une bon et deuxième, moi, où haut. je suis pas fan, hein, carrément. La deuxième, c'est Bah, le très peu de temps de jeu de Davide Fratesi qui t'apporte toujours quelque chose. ah oui, bon, c'est vrai que après Fratesi, des fois, il y a des entrées où tu as l'impression de plus le voir pendant certains moments, où Bah ouais, c'est mais un il peu a un fait, joueur il a d'impact, fait, mais il il a fait que impacte des pendant entrées de quelques jeu. minutes et puis chlouc. Ouais, mais il fait que des entrées de jeu. Toi, tu connais des joueurs qui, à chaque entrée de jeu, sont décisifs? Bah, moi, j'en connais un dans une équipe de Bergame et qui est colombien, mais bon, tout le monde peut pas être comme lui, Oui, non, mais voilà, c'est ça. malheureusement. Mais, enfin, voilà, je regardais, là, j'étais même surpris, parce que, ok, je les ai tous vus, les matchs de l'Inter, mais j'étais même surpris. Tu sais combien de titularisations a eu Fratesi en Serie A cette saison? Je crois qu'il y en a deux, non? Bah non, une seule. Ah ouais, ouais, ok, je vois c'est laquelle. Ah, je pense qu'il en avait eu deux. Ça me paraît quand même bon. Surtout que t'es pas en train de. On n'est pas en train de parler de Pépino, comme dirait Mourinho. Hein. On est en train de parler d'un vrai bon joueur de foot. Hein. Moi, je suis vraiment pas fan. Mm. Mais on va voir un petit peu ce que va nous réserver cette deuxième partie de saison, plutôt excitante côté Inter. Bon, malheureusement, Johan, on n'aura pas eu le temps de parler de Tayon Buchanan, mais au moins, peut-être qu'on en reparlera une prochaine fois où il Bien aura sûr. plus de matchs, parce que c'est vrai que là, bon, on n'a pas grand-chose à dire sur ces matchs. Évidemment, il n'a pas encore pu jouer, mais écoute, Bissek, j'avais quelques doutes, ça m'a surpris. Inzaghi, qui transforme généralement pas mal les joueurs depuis qu'il arrive à l'Inter. Bon, ça peut donner des bons signes pour Buchanan, donc on C'est un verra bon ce joueur, hein. que. C'est un bon joueur, hein, Buchanan. Hein. Dans ce que veut Inzaghi pour le poste de piston droit, je pense que ça va bien matcher. Moi, ça me semble être Défensivement, un ça va être très un bon fit. problème. Défensivement, il va falloir s'améliorer, mais comme Dumfries s'est amélioré, hein, mine de rien, Dumfries, même si de base Dumfries c'est un latéral. Mais voilà, je pense qu'on peut attendre de bonnes choses de notre premier joueur canadien dans l'histoire de l'Inter, mine de rien. Eh bien, écoute, Yoann, je pense qu'on va s'arrêter là pour le podcast. On a fait un petit peu plus d'une heure sur ce podcast, mais je trouve qu'on a été complet sur cette première partie de saison, sur les objectifs aussi que l'Inter va attendre sur cette deuxième partie de saison. Un petit mot rapide aussi, Johan, sur, euh, sur aussi une petite rumeur que j'avais vu passer. Enfin, là, c'est entre guillemets un peu plus qu'une rumeur aussi, euh, par rapport au stade qui devrait être Hmm. construit, où il y aurait un accord, pas un accord, donc on verra. Mais sans revenir sur tout ça aussi, Johan, euh, t'en penses quoi, toi, par rapport de ce problème de pelouse qui est continuel aussi au Meazza et qui pénalise l'Inter, mais aussi le Milan? Voilà, un petit mot rapide aussi. Là, j'ai vu qu'ils vont changer la pelouse une énième fois, mais on sait, je pense, Johan, que le problème va se répéter dans les prochains mois. Non, mais en fait, c'est très simple parce que l'Italie est l'un des rares pays, si ce n'est le seul, où deux grands clubs de deux grandes villes jouent dans le même stade, puisque j'inclus Rome, où le terrain est problématique également. Mais c'est tout simple en fait. C'est impossible de mi-août à mi-mai ou fin mai de jouer tous les 3 jours sur une pelouse sans qu'elle soit catastrophique à la fin. C'est pas possible en fait. Il y a des cycles à respecter de repos de l'herbe, de pousse sans qu'elle soit défoncée, etc. Par les matchs qui se déroulent dessus. Et juste, c'est pas possible. On peut le tourner dans tous les sens.
ça devient problématique. Et à Rome, ils ont le même problème. À Milan, ils ont le même problème. Tu vas changer la pelouse, ok, ça va être bien pendant 3 mois, et au bout de 3 mois, ça va être à nouveau catastrophique. Et ben, on va rechanger la pelouse. Voilà, le cycle, il est comme ça. Et ça ne changera pas tant que on peut parler du taux d'ensoleillement, de parking sous le stade, de tout ce que vous voulez pour tous les stades du monde entier, etc. Mais à partir du moment où tu as deux équipes qui jouent dans le même stade tous les 3 jours, parce que un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, avec les Coupes d'Europe, ils vont loin en Coupe d'Italie, avec les demi-finales aller, les demi-finales retour, etc., c'est catastrophique. Voilà, tout simplement. Bon, de toute façon, ce problème sera pas réglé jusqu'en Non, 2028-2029, tant qu'il n'y aura pas le nouveau stade. Eh bien, écoute, merci Johan pour ce podcast. Peut-être un petit merci à bilan toi, fin de Karim. saison pour parler Scudetto, j'espère. J'espère qu'on parlera de Scudetto à la fin de la saison et peut-être le Scudetto plus, peut-être quelque chose en plus. On ne sait pas ce que peut nous réserver le Lehman Ball. Et bien pour les auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Spotify. Et nous, bah, évidemment, on se retrouve pour un prochain podcast. Ciao à tous! Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!